Mesdames, Messieurs, bienvenue. Merci pour la fidélité à cette émission 100% Bénin de la centaine de formations politiques animant la vie politique au Bénin. On en compte désormais, et ce n'est que secret de polyfidèles, moins de la dizaine. Un paysage politique pour le moins clairsemé au lendemain de l'effectivité de la réforme du système partisan. Une prouesse en somme, mais qui visiblement aura laissé comme un goût d'inachevé. Si de la crise politique dans le Bénin peine à se remettre, elle est accusée d'en être pour beaucoup. Elle se révèle ces derniers jours comme une véritable passoire favorable à la transhumance politique. L'autre mal pernicieux, vêtement décrit au temps fort du système partisan. Réforme du système partisan au Bénin, nécessité d'un toilettage en urgence. Le débat, mesdames, messieurs, c'est tout de suite. Et maintenant, déjà sur ce plateau, Louis Assoba, il est journaliste indépendant, accepté de nous accompagner pour la portée de ces faits qui secouent l'actualité depuis ces quelques jours. Louis Assoba, bonjour. Bonjour Joël et bonjour aux téléspectateurs de Sika TV. Merci d'être là. C'est un plaisir. En face de lui, Marcel Zoumenou, journaliste analyste, il est l'assistant du directeur de publication du Très en Vue quotidien d'information, d'analyse et d'investigation, la Nouvelle Tribune. Marcel Zoumenou, bonjour. Bonjour Joël. Merci de répondre à cette invitation. Un plaisir partagé. Réforme du système partisan au Bénin. Quelques mois seulement après sa mise en œuvre, mesdames, messieurs, déjà des départs en cascade d'une formation politique à une autre. Le phénomène timide, à quelques semaines des législatives, a curieusement pris de l'ampleur au lendemain du très controversé scrutin du 28 avril dernier. Alors, Alain Soba, on s'est dit que c'est peut-être légitime de constater des départs alors qu'on est à quelques jours de scrutin. Le 28 avril, ça fait comme du passé. Mais là, des départs, ça reste encore une question plus que d'actualité. Et comment vous observez le phénomène? Le phénomène, moi, je ne suis pas surpris parce que déjà, quand on a entamé ces processus-là, à savoir la réforme du système partisan, j'ai dit, on a essayé juste d'essayer de penser les plaies au niveau de la forme. Mais au niveau du fond, on n'a rien fait. Au niveau de la forme, parce que tout le monde est d'accord, tous les Béninois sont d'accord du fait qu'on ne peut pas avoir un petit pays de pratiquement 11 millions d'habitants et avoir 250 partis politiques. Et donc, il urge de pouvoir ressaisir en quelque sorte le milieu. Voilà, et à un moment donné, c'est le seul argument pratiquement qu'on a donné pour entamer ce processus-là. Mais on a oublié le fond. Le fond, c'est quoi? Lorsque nous avons des partis politiques à l'Assemblée nationale ou dans la vie ordinaire, à des moments donnés, chacun vise son intérêt. Et lorsque l'intérêt finit, on quitte pour aller dans un autre camp. Et à partir de ce moment, c'est ça qui a fait que, à l'Assemblée nationale, nous assistons à quoi? Nous assistons à des transhumances politiques. Je veux dire quoi? Les réformes qu'on a entamées, ces réformes, à mon entendement, n'ont pas pris en compte le sérieux problème qui existe au Bénin en matière de partis politiques où chacun se lève du jour au lendemain. C'est parce qu'il y a ici, il devrait trouver son intérêt ici, ou peut-être il a contribué à mettre en place un parti politique, mais il se lève du jour au lendemain pour démissionner parce que de l'autre côté, il trouve son intérêt. Et donc, c'est pourquoi je dis, du moment où on s'est levé, on a dit il faut réduire les partis politiques, on a été tous d'accord. Mais au lendemain, ce qu'on est en train de constater actuellement, j'ai dit, on n'a pas mis les garde-fous à l'époque. Si on avait mis les garde-fous à l'époque, on ne peut plus assister à ce qu'on est en train d'assister actuellement, du moment où ces réformes-là, au nom de ces réformes-là, on a connu des turbulences au Bénin, ce qui n'est jamais arrivé depuis 1990, qui se déroule actuellement au lendemain des élections législatives. On s'est dit en réalité, avec ces nombreux sacrifices, on devrait assister totalement à une réforme, à des réformes du système partisan bien assises. Mais ce qu'on est en train de constater aujourd'hui, moi j'ai dit, c'est l'erreur en réalité d'une précipitation. C'est juste que
parce qu'on veut organiser les élections, il faut en profiter pour lancer. Et on sait bien ces réformes du système partisan, ça a profité, mais ça n'a pas profité à tout le monde. Et c'est ce qu'on est en train de constater actuellement. Marcel Zoumeno, les réformes auraient profité, mais pas profité à tout le monde. C'est en tout cas pour le peuple, pour la nation béninoise, que l'option d'assainissement a été prise. Déjà, on est à l'heure du bilan et les signaux envoyés ne sont pas des plus réjouissants. Bon, je ne sais pas s'il était possible que... Je ne sais pas si on a fait un débat similaire ici. Tout à fait. S'il était possible comme si c'était hier. De revenir sur mes propos. Séquences. Non, c'est possible. Si les événements restaient. J'avais été un prophète. En fait, il n'y a pas eu de réforme. Et mon ami et confrère Louis Assoba a dit, et le seul argument qui a été mis sur la table pour justifier les réformes, c'est le nombre pléthorique des partis politiques. Et là, j'ai toujours dit que c'est un vrai faux argument. Un vrai faux argument, parce qu'en réalité, quand on dit il y a 200... L'argument est faux, mais vraiment faux. Quand on dit qu'il y a 250 partis, c'est peut-être vrai, parce que quand on va au ministère de l'Intérieur, on consulte les registres, on voit qu'il y a 250 noms de partis. Mais je voudrais demander aux Béninois si une seule fois une élection au Bénin, on a vu sur ce que nous appelons en tout temps le bulletin unique, plus de 50. Quand même, je dis 50, j'exagère même en disant 50. Est-ce qu'on a vu une seule fois plus de 50 logos de partis au Bénin? Donc, dans les faits, en réalité, il n'y a pas pour autant, et le péril n'était pas si criard compte tenu de ce que nous vivons. Le deuxième élément qui me permet de conforter cette idée, c'est que il y a une disposition de l'ancienne charte des partis qui dit les partis qui n'ont pas participé à un certain nombre de scrutins, je n'ai plus exactement le nombre en temps, ça va être 2 ou 3 ou bien 4, le ministère peut les exclure en même temps de la liste des partis, en tout cas leur retirer le récépissé. Mais ça, on n'a jamais mis ça en application. Si moi, j'étais de ceux qui devraient réfléchir sur le problème, je vais peut-être dire qu'on donne un temps pour appliquer cette disposition de l'ancienne charte. Et si on appliquait cette disposition, vous allez voir, on va voir clair dans cette situation. Il y a beaucoup de partis qui se sont allés faire enregistrer au ministère, mais qui n'ont jamais compéti depuis 1990. Et donc, il suffisait d'appliquer cette disposition et le problème est réglé. Et on n'était donc pas obligé d'aller à cette réforme que mon ami et confrère dit. C'est le seul argument, effectivement, qui a été mis sur la table pour justifier les deux réformes, c'est le nombre pléthorique des partis. Et moi, je me pose enfin la question, puisque déjà là, nous sommes autour d'une dizaine de partis qui ont déjà réussi à avoir le récépissé. Le chef d'État, pour ce que j'ai cru entendre, voulait un système où il n'aurait pas plus de 5 partis. 3, 4, 5 partis. On est en train d'avoir autour d'une dizaine, sans oublier que des gros partis n'ont même pas encore eu le certificat de conformité. Et c'est ça, d'ailleurs, ce qui a amené la crise préélectorale qu'on a connue en avril et en mai dernier. Et donc, je dis, en fait, ce n'était pas les réformes n'ont porté aucun résultat et nous devons nous rendre compte aujourd'hui que les problèmes que nous avons, et comme il a dit, les problèmes que nous avons, ces réformes n'ont pas pu nous permettre de régler ces problèmes. Et ces problèmes sont ailleurs. Il n'y a pas que le nombre pléthorique de partis, il y a la qualité de celui qui décide d'entrer en politique. J'ai toujours insisté sur ça ici. Et il y a la moralisation de la vie politique. C'est sur ces questions que moi j'entendais le gouvernement. C'est sur ces questions que j'attendais des réformes en profondeur. Mais ce qu'on a eu, c'est comme du sparadrap sur une plaie de chirurgie. Sparadrap sur une plaie de chirurgie. En tout cas, le problème est là, bien. Ils étaient nombreux, les adeptes de ces réformes, à demander à ce qu'on aille à la phase opérationnelle et qu'ensemble, on puisse tirer les conclusions. Mesdames, Messieurs, on y est déjà. Au départ, ce sont ces formations en difficulté de personnalité juridique qui ont vu les leurs partis, les uns après les autres. On situera à la volée, la DUD, on situera
le DBN, qui est un cas, on est obligé de passer à des cas d'exclusion. Mais ce qui aura surpris bon nombre de Béninois, c'est de constater que les départs d'un parti à un autre s'observent aussi au sein des deux grandes formations politiques dont on dit être les frères siamois portés par le chef de l'État en personne. Comment cela s'explique? Bon, je l'ai déjà dit tout à l'heure, en réalité... La réponse est aussi à ce niveau? À ce niveau, tout simplement. Parce que celui qui a démissionné pour aller dans un autre parti ou bien bloc, je ne sais pas, c'est parce que il y trouve son intérêt. Ou de l'autre côté, là où il était, son intérêt est menacé. Et à partir de ce moment, il ne peut que se rallier peut-être à un autre parti. Et à défaut de démissionner, il va faire quoi? À défaut de ne pas faire allégeance ou je ne sais quoi, à défaut de rester ensemble avec ceux-là qui soutiennent le chef de l'État en personne, il est obligé de faire encore avec ceux-là. C'est pour dire, en réalité, ce que on a mis en place comme réforme, en réalité, on est allé juste copier les grandes démocraties. Il faut avoir le courage de le dire. La Grande-Bretagne. Non, écoutez. C'est à l'image de ce que font les grandes démocraties. Non, j'ai dit, l'audace qu'on a, le courage qu'on a de dire, nous allons réformer désormais pour qu'il y ait au plus 5 partis. J'ai dit, c'est parce qu'on a voulu copier les grandes démocraties, comme peut-être la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, sans oublier que chez eux, en réalité, on ne se lève pas du jour au lendemain pour prendre une loi, pour cadrer en réalité ce qu'on appelle les réformes du système partisan. Lorsque vous prenez, par exemple, la Grande-Bretagne, qu'est-ce qui se passe là-bas? En réalité, tout se joue au niveau du code électoral. Tout se joue au niveau de la loi électorale. Et c'est en fonction du nombre qu'on détermine tel nombre. On dit tel parti aura fait tel nombre. À partir de ce moment, on sait celui qui est grand parti, peut-être celui qui est petit parti. De l'autre côté, lorsque vous prenez ces pays, ces grandes démocraties, il faut en réalité prendre en compte également le contexte social, le contexte historique et autres. En Grande-Bretagne, il y a combien de langues? Lorsque vous prenez la France, il y a combien de langues? Lorsque vous prenez les États-Unis, au Bénin, nous avons plus de 52 langues. Nous avons des ethnies, nous avons tout ça. Et donc, on devrait prendre ça tout en compte et on ne devrait pas se lever du jour au lendemain pour dire, nous allons faire tout possible pour avoir 3 partis, nous allons faire tout possible pour avoir 4 partis. Encore que nous continuons d'expérimenter ce qu'on appelle la démocratie, qui vient seulement de 30 ans, alors que chez les autres, ils ont commencé. Évoqué tout à l'heure, oui. Votre vis-à-vis à Louis Assoba, vient-il justifier un peu l'effet de surprise, pour reprendre le mot de ceux qui pensaient que c'était quand même bien pensé et qui déchantent carrément? On peut dire que les élus du peuple ont été surpris par ce qui s'est passé ou pris à leur propre piège? Surpris, bon... Pris à leur propre piège, surpris, vous ne voyez pas? Bon, je crois que, honnêtement, en dehors du discours qui est servi de façon ostentatoire au public, en dehors de ce discours, je crois que la majorité des acteurs ne sont pas surpris. Ils savaient qu'ils auront ces résultats? Ils savent que c'était du maquillage. En tout cas, je parle en fonction de certains avec qui moi j'ai eu à discuter. Je vous ai dit que l'hypocrisie a atteint un niveau aussi inquiétant que les hommes politiques, quand tu les discutes avec eux en privé, ce qu'ils disent n'est pas faussement ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent en privé n'est pas faussement ce qu'ils disent en public. Et donc, pour ceux avec qui moi j'ai discuté en privé, il n'y avait pas d'illusion que c'était du maquillage, que c'est juste pour faire plaisir à quelqu'un que ces réformes ont été adoptées. Et revenant sur la question, puisque mon ami et confrère l'a abordé, mon ami et confrère Assoba l'a abordé, sur la question de l'idéologie. Il y a une disposition, ma mémoire me joue des tours, mais je l'avais cité ici dans un débat il y a quelque temps. Il y a une disposition du code, du code qui cite les critères pour créer un parti. Et le critère d'idéologie vient en dernière position. Je n'ai plus idée de l'article, sinon je vais vous le dire si je me rappelle. Et donc, c'est là que je trouve qu'en réalité, c'était pas fondé sur des idéologies. Parce que quand on dit qu'on veut réduire le nombre de partis politiques,
pour moi, et si on veut imiter ce qui se passe dans les pays occidentaux, c'est de dire, la première condition, c'est de dire de façon claire l'idéologie sur laquelle votre parti et le parti que vous voulez créer sera bâti. Mais on a cité un certain nombre de critères et à la fin on dit au cas échéant, c'est-à-dire qu'on ne vous fait pas... non, pas échéant, de façon facultative. Voilà. C'est-à-dire l'idéologie, c'est de façon facultative. Et donc, moi, je n'ai pas été surpris de voir que deux blocs viennent de la même personnalité, viennent de la même personne. Et après, les gens fabriquent des idéologies artificielles pour dire non, nous sommes de la gauche et les autres, bon, ils sont républicains, ils sont proches de la droite. Et donc, juste pour montrer qu'en réalité, il y a deux partis qui sont basés sur des idéologies différentes. On ne peut pas émaner de la même personne, on ne peut pas émaner de la même maison et avoir deux partis. Et vous ne pouvez pas émaner de la même vision politique, du même, comment dirais-je, leadership politique et dire que vous prenez des idéologies politiques différentes. C'est de la tricherie politique qui a permis d'avoir ces deux partis et qui disent aujourd'hui nous sommes de la droite et nous sommes de la gauche. Je crois que si au niveau des dispositions de cette loi, on avait précisé clairement que pour créer un parti, il faut avoir une idéologie claire. Ça, déjà, c'est un élément qui pourrait nous permettre d'assainir le jeu politique. Parce qu'on sait que les idéologies qui existent dans le monde, au plus, même avec les imbrications, on a au plus 4-5. On sait qu'il y a la droite, l'extrême droite, la gauche, l'extrême gauche, et ceux qui se réclament du centre. Au plus 5. Mais aujourd'hui, nous sommes autour d'une dizaine, et je vous dis qu'il y a encore une dizaine de partis qui réclament les récépissés de conformité. Et voilà. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Oui. Mais de la réalité des faits, si l'hypocrisie à des niveaux donnés aura joué, est-ce qu'on peut la considérer comme un facteur déterminant quand on sait que l'hémorragie que vivent certaines formations politiques risque de frapper à la porte des acteurs de premier plan dans ce qui a été l'assainissement du système partisan. Je veux parler d'une grande formation politique comme le PRD, qui n'est pas à l'abri de ce qui se passe actuellement si ça n'a pas encore commencé. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment le facteur hypocrisie qui a été déterminant pour arriver à un résultat comme celui-là? Vous savez, M. Joël Yetondi, je vais vous étonner. En 2021, peut-être, on ne sait jamais s'il arrivait que ce régime n'est plus en place et que c'est un autre régime. Attendez-vous à ce que ces deux grands blocs qui sont à l'Assemblée nationale soient totalement, en quelque sorte, disparus de la scène politique. Parce que quoi? Actuellement, ça existe, ces deux partis existent parce qu'il y a un chef qui est là. Ces deux partis ne sont pas indépendants de ce chef. Pour dire, tout ce qui se joue, j'utilise toujours le même mot, l'intérêt. Sans qu'il n'y ait pas d'intérêt, on ne peut pas se rallier à cela. C'est pour dire quoi? Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce qu'un régime vient, on veut rester avec ce régime conforme. Si vous en êtes convaincu, oui. Si vous en êtes convaincu, cela aurait été que durant toute cette période-là, on se serait moqué de tout un peuple. Écoutez, bien avant... parce que vous avez suivi quand même les arguments. Non, écoutez, bien avant ces deux grands blocs, entre-temps, il n'y avait pas des blocs des partis politiques. On n'avait pas parlé dans ce pays de UBF, Union fait la nation et autres. Tout ça, c'est vrai. Mais actuellement, à l'heure des débats, c'était dit qu'on veut faire autrement les choses. On veut faire autrement, mais on assiste aux mêmes faits. On assiste aux faits qui ont entre-temps causé la disparition totale de ces partis que j'ai évoqués tout à l'heure. Si, actuellement, malgré tout, et on a dit, on a beau crier, et ça a permis même, ça a fait qu'on a connu de sacrifices. Ça a failli, qu'est-ce que je vais dire, basculer en quelque sorte notre pays dans une autre image, et on se lève du jour au lendemain
dans une même Assemblée nationale, deux partis qui soutiennent la même vision, un élément se lève pour quitter un parti ou un autre. Ils ne disent pas qu'ils soutiennent la même vision, ils soutiennent des visions différentes. Écoutez, si je dis la même vision, le chef de l'État n'a pas deux visions. Le chef de l'État a une seule vision. Et n'allez pas me dire que le bloc républicain a une autre vision et l'Union progressiste également a une autre vision. Leur vision en réalité, c'est de soutenir le chef de l'État dans ses réformes. Jusque-là, je vais vous... Bon, prenons un cas. Depuis que la 8e législature s'est installée, dites-moi, quelle initiative un bloc, ou bien enfin un parti politique actuellement à l'Assemblée nationale a déjà pris en réalité, qui est en dehors peut-être sous l'initiative du chef de l'État? Peut-être le bloc progressiste a dit, je me lève, je dois faire ci, je dois faire ci. Jusque-là, on n'en a pas eu. Tout vient de l'exécutif. Et à partir de ce moment, moi je dis, ce qui se passe en 2021, ou peut-être des années à venir, tout comme on a connu UBF, tout comme on a connu Union fait la nation, lorsqu'il va s'agir peut-être d'un autre régime, attendez-vous à ce qu'on connaisse des démissions en cascade. Parce que jusque-là, ils soutiennent ensemble leur leader. Qu'est-ce qui peut se passer pour que deux blocs qui soutiennent un même leader, un élément se lève du jour au lendemain pour dire « je quitte A pour B ». Et à partir de ce moment, c'est pourquoi je dis il y a un jeu d'intérêt. Sans qu'il n'y a pas un jeu d'intérêt, ça ne pourrait pas marcher. Et je reviens pour dire, la réforme qu'on nous a vendue en réalité, c'est de coquilles vides. Il faut avoir le courage de le dire. Parce qu'on n'a pas pris les garde-fous. Si on prenait vraiment les garde-fous, en réalité, aucun député n'oserait démissionner. Parce que quoi? Actuellement, je ne vois pas ce que ce député a en tête, pourquoi il a démissionné. Peut-être il va avancer ses arguments, je serai d'accord avec lui. Mais du moment où vous partagez la même vision, qu'est-ce qu'il peut faire? Et du jour au lendemain, lorsque peut-être ça ne serait plus ce chef d'État et que ça serait quelqu'un d'autre, vous pensez que ces deux blocs-là vont former tous l'opposition au régime qui va venir? Il suffit qu'il y ait un autre régime pour que peut-être ce régime dit, désormais, moi je viens avec mon parti politique. Vous devez faire avec mon parti politique pour que ces députés-là démissionnent pour rejoindre encore ce parti politique. Alors, la 7e législature aurait-elle vraiment fauté si on se met dans l'optique que vraiment c'est un retour à la case départ et rien de fondamental n'aura été fait, tel vous semblez le dire? Oui, elle a fauté. Je crois qu'il ne faut pas hésiter pour le dire. Et si elle a fauté, c'est parce qu'elle a voulu faire plaisir à quelqu'un en votant ces lois. Si les députés qui avaient voté étaient si libres, aussi indépendants que ça, ils ne voteraient pas ces lois-là. Je me rappelle que la majorité des députés, puisque cette législature était majoritairement acquise au chef d'État, ont voté ces lois pour faire plaisir au chef d'État. Et il y avait dans le chose là 3 lois que le chef d'État avait voulu porter. Et il a dit lui-même ouvertement dans beaucoup d'interviews. Il y a la charte des partis, le code électoral et la loi sur le financement public des partis, qui, lui, curieusement, a disparu en temps des coulisses, on l'attend, puisque c'est pour ça que les gens courent. Il y a une disposition qui doit permettre de donner 0,2% des recettes intérieures du pays pour financer les partis qui ont pu avoir les députés. Donc, dans l'état actuel des choses, les deux blocs. Et ça fait beaucoup d'argent, hein. Quand vous faites un peu le calcul, ça tourne autour de 2-3 milliards qui vont se partager entre eux. Et donc, ça fait saliver beaucoup d'acteurs politiques. Et donc, c'est ça qui a été agité pour amener les gens à voter les yeux fermés. Et ces lois-là, aujourd'hui, qui nous créent tous les problèmes. Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé en avril dernier ne nous a pas permis d'expérimenter toutes les dispositions du code électoral. Et il y a un article
que moi j'ai qualifié sur une autre plateau d'article chrysogène, l'article 242 qui parle des critères de clés de répartition des sièges. Où on dit il faut avoir 10%, après on dit si les gens n'ont pas 10%, on va repêcher s'il y a plus de 3. Il faut avoir 10% d'abord et après il faut repêcher 3 partis. Et donc on n'a pas pu expérimenter ça parce qu'on n'a eu que 2 listes cette fois-ci. Si on était dans une situation où on n'avait plus que 3 listes, mais je suis sûr que ce seul article va faire exploser le pays. Parce que ce qui se disait dans cet article est extrêmement dangereux et est même contraire à toute logique d'élection. On dit simplement que dans une circonscription A, par exemple, un parti vient en tête, il devrait peut-être avoir 3 sièges. Mais parce qu'au plan national, il ne réussit pas à avoir les 10%, ces sièges, il est éliminé de la clé de répartition. Et ces sièges reviennent aux partis qui viennent après lui. Vous imaginez qu'à Cotonou, dans la 16e, un parti A qui est très fort ici, qui réussit, qui devait avoir 3 députés, et qui au plan national n'a pas les 10%, on le cadre. La question a longuement été agitée dans le temps, et puis et la Cour constitutionnelle, dans le temps, nous avait donné une explication de cet article et qui malheureusement ne nous a pas permis de... La question de la transhumance qui se pose et qui montre qu'il n'y a pas de formation politique qui soit à l'abri du phénomène. Peut-être on vivra le phénomène autrement dans les tout prochains jours, au fur et à mesure qu'on sera en train de s'approcher des communales. Alors la question que beaucoup se posent, est-ce qu'il faut déjà marquer un arrêt maintenant pour repenser et les tests que certains ont identifié trop tôt comme étant chrysogènes, à l'instar de ce que vous venez d'évoquer, ou il faut essayer d'aller aux législatives, ou carrément, comme quelqu'un l'a suggéré, que le chef de l'État est là, ce serait en dehors de tout test, on se demande si ça peut être applicable, qu'on appelle à la discipline interne au niveau de chaque formation politique, mais quelle peut être la portée d'une discipline appelée en dehors de tout test? Non, il n'y a pas de discipline interne, je crois qu'il faut continuer. Il faut continuer à expérimenter le code électoral et la charte des partis. Et je ne le dis pas parce que je suis méchant, mais il faut confronter ces 2 tests aux réalités du terrain. On a eu les problèmes qu'on a eu avec une crise préélectorale et une crise post-électorale qui a entraîné des dizaines de morts à Cotonou, à Tchaourou, un peu partout dans le pays. Mais il faut aussi l'expérimenter lors des communales pour voir les autres problèmes que ça va amener. C'est après, selon moi, cette deuxième élection qu'il faut faire le bilan. Mais je dis ce que moi je pense de ces 2 tests, c'est que ça n'apportera aucune solution réelle aux problèmes qui sont posés. J'ai lu dans le temps le fameux code. Je n'ai pas vu un seul article qui interdit la transhumance. C'est un problème crucial, c'est un problème sérieux de la classe politique. Et ça crée des problèmes dans notre pays depuis des années. Mais les gens n'ont pas pensé à cela. Deuxième problème, les hommes politiques eux-mêmes disent, depuis 1990, aucun homme politique n'a réussi à accéder à la magistrature suprême. Et on vous donne la possibilité. C'est pourquoi il dit que ce n'est pas eux-mêmes qui sont inspirateurs, qui sont initiateurs de cette disposition. Et on vous donne la possibilité de voter de nouveaux codes. Vous ne pensez pas au moins une disposition pour régler ce problème. Au finish, je l'ai dit tout à l'heure, les réformes ont été faites pour faire plaisir à quelqu'un. Ce n'est pas forcément ceux qui ont voté qui avaient un intérêt dans les réformes. Sinon, si eux-mêmes avaient un intérêt dans les réformes, je suis sûr qu'ils auraient eu des comportements différents par rapport à ces documents-là. Donc moi je dis, nos problèmes sont restés là. Le problème de la transhumance, ce n'est pas réglé. Le problème du pléthore des partis, ce n'est pas réglé. Le problème de la moralisation de la vie. On y revient. On y reviendra. Oui, mais Louis Assoba, la question, je veux la reposer. Est-ce qu'il faut aller au communal et prendre en addition d'éventuels problèmes qui naîtraient à l'issue de ces communales et ensuite se décider à aller à un toilettage ou d'ores et déjà penser à un toilettage? Peu importe qu'on aille au toilettage actuellement, quand il va s'agir d'élections, on va assister encore
pratiquement les mêmes choses, ce qu'on est en train de dénoncer. Vous allez me demander pourquoi, et je vais vous dire tout simplement que l'homme politique a toujours cherché à garder ses intérêts. Je dis ça parce que je vais prendre un exemple. Supposons, on interdit peut-être des transhumances et qu'en 2019, on organise, en 2020, j'allais dire, on organise les communales et qu'un député qui devrait peut-être positionner l'un de ses cousins s'est vu refuser ce positionnement. Vous pensez qu'il va accepter? Il ne peut pas accepter. Et c'est à partir de ce moment que les guerres naissent en réalité. Moi, je l'ai dit au départ. Vous savez, pour qu'on en arrive à 2 partis, 3 partis, 4 partis politiques et tout ce qu'on est en train de dire, ça ne serait pas de façon brusque. C'est de façon progressive. C'est par rapport à l'histoire. C'est par rapport à l'évolution de notre démocratie. On ne peut pas se lever du jour au lendemain, après 30 ans, pour dire désormais, il faut qu'il y ait 4 partis politiques, il faut qu'il y ait 5 partis politiques. Tant que la mentalité de chaque politicien ne va changer, tant que la mentalité de chaque politicien va rester façon, l'âme que ce politicien doit utiliser, ça serait seulement de l'hypocrisie. Je vous assure qu'on serait toujours à la case de départ. Et donc je dis qu'on arrête tout actuellement, qu'on refasse tout également. Je vous assure, Monsieur Joël Yeton-Di, en 2020, lorsqu'il va s'agir des élections communales, en 2021, lorsqu'il va s'agir des élections présidentielles, et que peut-être c'est un autre régime, tout encore va basculer. Et donc, pour le moment, nous ne sommes pas encore à cette étape-là. Ce qu'on est en train d'expérimenter, c'est vrai, il faut expérimenter pour pouvoir corriger, mais ça part de l'individu même. Ça part de la conscience individuelle de ces politiciens que nous avons. Ce n'est pas trop facile lorsque chaque jour on dit ça part de l'individu. Mais c'est trop facile. Des garde-fous. Mais jusque-là, l'occasion en or a été donnée. Ils ne l'ont pas fait, mon confrère l'a dit tout à l'heure. Dans les dispositifs, est-ce qu'il y a un seul article qui a parlé de transhumance politique, qui a parlé de transhumance? Voilà, c'est là la question de savoir si ce n'est pas opportun alors de l'insérer avec l'équipe actuellement en place. Et vous pensez qu'ils vont le faire? Quand ils vont vouloir, quand ils vont penser qu'avec ce qu'on est en train de voter, ça peut aller à la contre de mes intérêts, vous pensez qu'ils vont le faire? Ils ne vont pas le faire. Et surtout que nous sommes peut-être pratiquement à la veille déjà, où les tractations ont déjà commencé. N'allez pas me dire que ces députés-là auront ce courage-là de revenir encore en arrière. Et mieux, je vais vous dire, en temps normal, si ça va se faire, ça ne serait pas seul avec des députés. En réalité, ce qui devrait engager la vie politique de toute une nation, normalement, c'est toutes les forces politiques, même les forces qui ne sont pas à l'Assemblée nationale. Parce que ça engage tout le monde. C'est le devenir de notre nation. Et donc, à partir de ce moment, actuellement, où des partis politiques sont écartés, où il ne reste que 2, et les 2 même ne s'entendent pas entre eux à l'Assemblée nationale, vous pensez que vous allez mettre en place un test et ils vont respecter à le faire pour toiletter? Je ne pense pas, je suis pessimiste. Peut-être je suis Saint-Thomas, j'attends de voir. Vous attendez de voir, Marcel Zoumeno, à l'heure où la question sur tapis, d'amener tous les acteurs politiques à s'asseoir, se regarder en face et se dire ce qui ne va pas, afin d'éviter surtout de revivre des scènes macabres post-électorales, n'est-ce pas quand même une aubaine pour l'État et ensuite les différentes composantes de la société pour régler une fois pour toutes ce problème? Non, je crois que jusque-là, l'État ne se plaint pas. Les cas de transhumance qu'il y a ne sont pas en défaveur du gouvernement. Quelqu'un qui quitte le premier parti du chef d'État qui va dans le deuxième, il n'y a pas encore de problème. Et je voudrais vous rappeler que l'histoire de la transhumance au Bénin nous rappelle que c'est seulement 5% des cas où la transhumance est en défaveur du régime en place. C'est-à-dire que la plupart des transhumances, c'est que les gens quittent les partis de l'opposition pour entrer dans la mouvance.
C'est ce qu'on a toujours observé ici. C'est dans quelques rares cas, c'est pourquoi il parle de 5%. Ou vous voyez quelqu'un qui quitte la mouvance pour aller vers l'opposition. Et là aussi, c'est quand on l'a dégommé ou bien il a commis une faute, et puis bon, il est fâché, il dit, il me fâche, il va de l'autre côté. Ou bien si nous sommes à l'approche des élections. Des élections, voilà, et il cherche un positionnement, et puis donc, si, je vous le disais tout à l'heure, que les réformes émanent d'une seule personne, et cette personne, c'est le chef de l'État, mais pourquoi vous voulez qu'il fasse une réforme pour régler un problème qui va lui créer des problèmes? Il sait que s'il y a transhumance, la majorité des transhumances serait en sa faveur. Pourquoi il va faire l'effort pour vous comprendre, Marcel Zoumenou, lorsque effectivement l'homme est dans l'optique d'avoir tout pour lui. Vous avez suivi le chef de l'État plus d'une fois. Il a dit ce qui se fait aujourd'hui, il le fait pour la postérité et non pour lui. Alors, lorsqu'il est question de bâtir pour l'avenir, de bâtir pour la cité, vous ne voyez-vous pas que le chef a tout à gagner plutôt en allant vers cette option-là? Non, ce n'est pas fait pour la postérité. Vous n'y croyez pas? Non. Mon ami a dit que si le chef d'État actuel n'est plus là, ce que nous avons comme bloc là n'existera plus. Ce qui est réel. Puisqu'il est là, et déjà les gens ont le courage de quitter le premier A pour B. Et ça, c'est parce qu'il est là. Et s'il n'est pas là, pour quitter les deux blocs et pour aller ailleurs, ce serait rapide. Parce que c'est bon, si nous faisons ça, le chef sera fâché, il peut nous punir. C'est pourquoi on est là. Et regardez le comportement des hommes politiques depuis 1990. En tout cas, pour ceux qui sont majoritairement dans les blocs, c'est les mêmes qui ont montré leur talent dans la transhumance depuis 1990. Il n'y a pas de visage nouveau. C'est à ça qu'ils sont habitués, c'est leur sport favori. Parce que s'ils ne font pas ça, ils ne seront pas toujours de la mouvance. Puisqu'il y a beaucoup qui disent que nous n'avons pas fait option de faire l'opposition, nous serons toujours de la mouvance. Donc, pourquoi voulez-vous qu'ils fassent autre chose, ce à quoi ils sont habitués? Donc, quand le chef d'État ne sera pas là, ces deux blocs n'existeront plus. Donc, je voudrais reprendre le chef d'État et je n'ai pas... je ne veux pas commettre la chose là de le corriger, mais il dit, mais ce n'est pas fait pour la transhumance, mais c'est juste fait pour la période où il est là. C'est des réformes qui sont faites juste pour la période où il est au pouvoir. Après son départ du pouvoir, les hommes politiques seront plus libres pour voler ailleurs, pour aller vers des pâturages, les nouveaux pâturages plus verts, parce qu'en ce moment, lui il ne sera plus là. Donc, il n'y a pas d'espoir. Oui, à Sogba, quand on vous suit, on a quand même de la peine pour le laboratoire de la démocratie au Bénin. Et c'est de ces souffrances d'hier que le nouveau locataire de la Marina a pensé bon qu'il faille trouver des formules qu'on se réfère à ce qu'il a dit pour rompre avec les mauvaises pratiques. Et les mauvaises pratiques étaient celles-là qui visaient l'intérêt personnel, alors l'intérêt collectif. Est-ce qu'il ne faut pas croire que vraiment le déclic peut venir dans les tout prochains jours pour aller à un réel assainissement? Le déclic est déjà là. Pour aller à un réel assainissement. Assainissement, ça serait la volonté peut-être. Mais jusque-là, nous avons déjà tout ce qu'il faut pour dire, en réalité, on a échoué sur toute la ligne. Parce qu'avec tout ce qu'on nous a vendu, en réalité, aujourd'hui, on ne serait pas là en train de parler de transhumance, on ne serait pas là en train de parler de démission de parti A pour aller au parti B, on ne serait pas là en train de dire ça. C'est pour vous dire, pour couper court, en réalité, j'ai toujours évoqué cette situation qu'on ne prend pas souvent en compte et que ça serait vraiment difficile. Des pesanteurs sociopolitiques et culturels, tout ensemble. Vous voyez, lorsque vous avez quelqu'un qui est de telle ethnie, qu'il soit voleur, qu'il soit brigand, qu'il soit sorcier, je ne sais quoi, et que c'est lui qu'on devrait voter pour vous représenter, vous allez le faire. Aujourd'hui, le Béninois ne calcule, c'est vrai, l'idéologie et tout ça. Est-ce que le Béninois calcule ça? Ça serait difficile. Encore que, on a dit, on va rompre avec l'habitude de l'argent. Est-ce que vous voyez que désormais, un pauvre paysan qui se lève, qui a d'ambition, peut postuler. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe, c'est du même moment. J'ai l'impression que
le fond de la marmite même, le problème est là. On a juste pris d'éponge pour laver un peu la marmite, même pour faire croire que bon, tout est rose, mais en réalité, ce n'est pas ça. C'est vrai que à l'extérieur, on va dire aujourd'hui à l'Assemblée nationale qu'il y a 2 partis politiques, au lieu de 10 entre-temps, au lieu de 15 entre-temps. Mais en réalité, on est là juste pour l'instant T. Il faut avoir le courage de le dire. Donc, il faut que peut-être nous allons expérimenter. Ça va permettre d'ajouter les fautes qu'on aura à remarquer chaque fois pour peut-être un jour connaître l'âge d'or de ce que nous sommes en train de penser avoir 2 partis, 3 grands partis, 4 grandes partis. Et autre, j'ai l'habitude de dire, pour ce qui se passe, c'est vrai, nous copions les grandes démocraties, mais nous ne copions pas l'histoire qui a fait que ces grandes démocraties ont fini par avoir 2 partis, 3 grands partis. Et l'autre chose, n'oubliez pas, lorsque vous prenez ces pays, au sein de ces grands partis, il y a également des sous-partis. On ne peut pas refuser à un Béninois de créer son parti. L'autre chose, pour finir, vous avez dit grand parti, on a mis des garde-fous, on a dit désormais il faut avoir 15 membres fondateurs par commune au lieu de entre-temps 12 par département. Je dis, si on va avoir 250 partis politiques aujourd'hui, c'est facile. C'est facile d'aller chercher 15 personnes dans une commune pour dire, voilà, on remplit juste les formalités. J'ai dit, le vrai problème, on n'a pas posé les diagnostics. Parce qu'on a dit, lorsque nous irons peut-être au fond du problème, pour résoudre ça, ça serait vraiment difficile pour nous actuellement. Ça ne va pas, ça ne serait pas à notre intérêt, ça serait peut-être à l'intérêt des autres. C'est tout ça qui a fait. Quelle urgence face au phénomène qui refait surface manifestement de transhumance politique et face à ce que vous percevez comme urgence à corriger en politique, éthique, qualité, personnalité. Oui, moi j'ai toujours dit que les vraies réformes devaient être à ce niveau. Les vraies actions à mener, c'est de faire en sorte que ceux qui vont en politique ne soient pas des gens qui vont juste pour gagner de l'argent, juste pour leurs intérêts égoïstes. Puisque moi, quand j'ai suivi le parcours un peu de la majorité des hommes politiques béninois, j'ai vu que la plupart ils vont en politique pour leurs intérêts. Donc il faut travailler pour que ce soit des gens qui ont des ambitions, des gens qui ont des idées pour le pays, mais des gens qui, dans leur pratique professionnelle, ou bien dans leur parcours, nous ont montré qu'ils ont un rapport plus ou moins sain avec l'argent. Si nous travaillons pour que ceux-là émergent en politique, nous allons assainir un peu le paysage politique béninois. Mais ce que nous constatons, c'est que ces réformes ont consacré quoi? Le règne de l'argent, le pouvoir de l'argent. On a augmenté comment vous appelez ça? Les salaires des députés. Oui, on a augmenté les salaires des députés, mais on a augmenté de façon astronomique les cautions. Pour être président de la République au Bénin, il faut être milliardaire désormais. Il n'y a pas que les milliardaires qui peuvent prétendre à la magistrature suprême. Il y a de simples monsieur, professeurs d'université, ouvriers, alors, qui ont des ambitions, oui, qui ont des projets de société qui peuvent changer notre pays et qui peuvent prétendre à ça. Mais tel que c'est conçu, tel que ça a été fait, ça écarte beaucoup de Béninois aujourd'hui et donc c'est devenu en fait des milliardaires. Alors, réforme du système partisan, il faut réformer ou réinventer la roue? Totalement, et mettre l'accent sur cet assainissement dont j'ai toujours parlé. Il ne faut plus que l'argent soit le maître, le seul moyen, la seule condition pour faire la politique au Bénin. Merci Marcel Zoumenou. Oui, pour conclure. Malheureusement, on est en train d'assister à ce qu'on appelle le système du même au même. Et ça serait difficile de résoudre cela sans la volonté des dirigeants actuels. Merci à vous, Louis Assoba. Merci également à vous, Marcel Zoumenou. Volonté, on espère bien qu'elle est bien là et que, au-delà des mots, des options sérieuses seront au rendez-vous pour essayer de penser définitivement la plaie, car ce sera, au-delà de tout, le Bénin qui, une fois encore, aura gagné. Cette émission prend si fin, mesdames, messieurs. Nous vous quittons sur cette citation de l'ancien président de la République tunisienne, Habib Bourguiba. Une réforme, c'est du réalisme. Une réforme du réalisme, et être réaliste, dit-il, c'est préférer une réforme modeste qui en permet une autre à un miracle impossible.
Merci d'être en permanence des nôtres. Demain, c'est un autre jour. Pourquoi pas la suite logique de l'émission du jour. Restez fidèles à ce programme demain pour d'autres plateaux, toujours avec la même disponibilité. Au revoir.